Bonjour à tous, comme vous le savez, la fermeture du collège ne signifie pas pour autant la fin des cours. Nous nous retrouvons donc pour la suite du programme, à savoir la poésie médiévale. Pour des questions d'organisation, je vais reprendre au début du chapitre, mais libre à chacun d'avancer dans la vidéo de manière à éviter les répétitions. Quand on parle de poésie médiévale, on parle notamment de poésie lyrique. La poésie lyrique tire son origine des chansons de toile et des chansons à danser. Les chansons de toile étant les chansons qui étaient chantées à l'époque par celles et ceux qui tissaient la laine, et la chanson à danser était celle qui animait les festivités populaires. L'une et l'autre parlent principalement des plaintes d'une dame en mal d'amour, des plaintes d'une dame mal mariée ou de thèmes beaucoup plus communs tels que le renouveau du printemps. Puis progressivement, ces œuvres vont devenir savantes, vont se teinter de lyrisme courtois, sous la plume des troubadours du Languedoc d'abord, puis sous celle des trouvères du nord de la France, et la poésie va devenir un genre noble à part entière dans le sens où elle va s'intéresser à des questions beaucoup plus élevées, le service de la dame et le dépassement moral de chacun. Néanmoins, si ces œuvres vont perdurer un certain temps, puisqu'il s'agit souvent d'œuvres de commande, elles vont progressivement connaître une transformation, tout simplement parce que les grands thèmes de la courtoisie vont s'essouffler, et avec eux, troubadours et trouvères vont disparaître. Ainsi, la poésie va progressivement se teinter de lyrisme personnel. En d'autres termes, il ne s'agit plus de chanter les exploits d'un homme ou de chanter l'amour de cet homme pour une dame, mais plutôt de se tourner vers des thèmes assez communs, assez populaires, qui relève plutôt du quotidien de chacun. L'expression des sentiments devient un enjeu majeur de la poésie. À ce titre, Charles d'Orléans constitue une illustration assez évidente de cette transformation littéraire vers le lyrisme personnel. En effet, Charles d'Orléans est quelqu'un de relativement connu, contrairement à François Villon, dont nous parlerons d'ici quelques instants, puisqu'il est le fils du duc d'Orléans de Valois et le père du futur roi de France, Louis XII, et il a été lui-même fait prisonnier lors de la bataille d'Azincourt, et va rester captif en Angleterre entre 1415 et 1441. Durant cette période, il va écrire de très nombreux poèmes d'amour, sans qu'il soit aujourd'hui possible de déterminer si ces poèmes sont réels ou imaginaires, dans le sens où les femmes qu'il évoque, si on a des traces de certaines d'entre elles, sont pour bon nombre impossibles à connaître réellement. À partir du moment où il va être libéré, il va épouser la très jeune Marie de Clèves et va se livrer à ce que l'on appelle le nonchaloir. Le nonchaloir, c'est l'ancien mot pour la nonchalance d'aujourd'hui, à ce détail près qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Le nonchaloir, c'est la sérénité mêlée de mélancolie. Cette situation où on est en paix avec soi-même, mais on ressent une constante tristesse, sans qu'il soit possible de s'en défaire. Dans ce contexte-là, il va progressivement s'éloigner de la vie publique et va organiser de plus en plus de tournois littéraires auxquels vont participer notamment des auteurs tels que François Villon et bien d'autres. La majeure partie de son œuvre sera ainsi composée de ballades, de rondeaux, de pièces brèves qui correspondent assez bien à cet état d'âme assez fugitif, à des circonstances concrètes de sa vie. Il va également beaucoup parler de lui, souvent dans un cadre allégorique, pour aborder justement la question de cette profonde mélancolie. Et c'est quelque chose qui transparaît assez bien dans ces deux extraits que j'ai choisi de vous présenter. Le premier, c'est l'extrait d'une chanson dont le thème est le temps qui passe, vous le comprendrez assez rapidement à sa lecture. Le suivant est un célèbre rondeau que nous a laissé Charles d'Orléans, qui s'intitule « Le temps a laissé son manteau » et que je vous lis à l'instant. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie, le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie, gouttes d'argent d'orfèvrerie, chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son manteau. L'un comme l'autre traite de sujets finalement assez classiques, le temps qui passe ou le renouveau du printemps. Mais c'est à travers son travail, à travers justement ce choix de thèmes assez particuliers, que Charles d'Orléans va s'imposer comme l'un des grands poètes du Moyen-Âge. Cependant, difficile d'envisager la poésie comme quelque chose d'uni. Au contraire, on peut se poser la question de savoir ce qu'est le lyrisme concrètement. Aujourd'hui, quand on parle de lyrisme, on parle de l'expression personnelle de ses sentiments, de ses amours, de sa peur de la mort, de ses angoisses, du temps qui passe, de ses joies et de ses peines. Tout ça fait une œuvre lyrique. Et c'est surtout la sincérité du personnage, de l'auteur, qui fait le lyrisme d'une œuvre. À l'époque du Moyen-Âge, il est assez difficile de considérer une œuvre comme étant pur divertissement. En effet, on l'a vu à travers l'épopée, mais aussi à travers le roman courtois, les fabliaux, le roman de renard. À chaque fois, on a une volonté didactique, une volonté critique derrière tout ça. Le but est de mettre en évidence des comportements
inadéquats ou au contraire des comportements qui méritent d'être encensés, qui méritent d'être glorifiés. On a toujours cette volonté d'éduquer, d'enseigner, de tirer une certaine sagesse du texte. Et dans ce contexte-là, on peut difficilement considérer qu'une œuvre puisse être pur divertissement. Ainsi, sur des thèmes assez classiques, tels que le temps qui passe ou la roue du destin, on aura toujours un enseignement qui peut en être tiré. De l'expérience personnelle de chacun, on peut tirer une vérité générale. Le temps qui passe également pour tous, et ainsi seront fauchés par la mort aussi bien les papes que les condamnés. Le but, c'est justement de mettre en évidence l'enseignement qu'on peut tirer de chaque situation personnelle. Et ce qu'on constate également, c'est que c'est la forme qui compte plus que le contenu. En effet, si le thème peut être lyrique, aujourd'hui en tout cas, ce qui fait le lyrisme d'une poésie à l'époque, c'est principalement sa forme. On peut traiter de sujets assez classiques en travaillant tout particulièrement sur la forme, sur le style, et c'est dans ce contexte-là qu'une œuvre sera lyrique. Mais ce lyrisme finalement n'est que secondaire, anecdotique, par rapport à toute la portée didactique de cette œuvre. En d'autres termes, si on reprend Charles d'Orléans, on peut avoir des poèmes qui sont assez intimes, assez personnels, qui relèvent d'un certain lyrisme personnel tel qu'on considérerait aujourd'hui. Mais de manière générale, ce qui fait le lyrisme d'une œuvre, c'est pas les thèmes qui sont abordés, c'est pas l'expression des sentiments, mais c'est plutôt la forme que l'on choisit et que l'on met en avant. Et c'est à partir de cette époque justement que vont se développer certaines grandes formes littéraires qui vont se poursuivre encore sur quelques siècles. Ainsi, pour être un peu plus précis au niveau de ce qu'est la poésie didactique, peut-être convient-il de préciser ce que signifie didactique. Didactique, c'est enseigner. C'est un mot qui vient du grec et la littérature gréco-latine regorge d'œuvres didactiques où le but était d'instruire le lecteur à différents domaines, tels que l'agriculture, l'amour, l'astronomie, la chasse, l'équitation, le maniement des armes par exemple, la rhétorique, la science ou la philosophie. Ainsi, à travers les œuvres d'Hésiode, de Lucrèce ou de Virgile, on a un grand nombre d'œuvres didactiques qui ont traversé les époques. Hésiode, par exemple, dans l'une de ses œuvres, dans son épopée pour être plus précis, s'intéresse à beaucoup de sentences, de préceptes techniques, d'observations d'une portée morale ou religieuse. De la même manière, Lucrèce, dans le De Natura Rerum, fait une traduction de la doctrine d'Épicure, alors que Virgile, dans les Géorgiques, se consacre principalement à l'agriculture et à l'élevage. Ainsi, le Moyen-Âge va beaucoup s'inspirer de ces œuvres et la littérature didactique va connaître un succès retentissant. On va voir apparaître beaucoup d'œuvres différentes telles que des bestiaires qui traitent justement des différentes espèces animales de notre monde, réelles ou imaginaires, des lapidaires qui sont des traités sur les pierres précieuses. On va également avoir un bestiaire divin, celui de Guillaume de Leclerc, qu'on appelle le Baisan de Dieu. Mais on a également l'image du monde de Gauthier de Metz qui raconte la création du monde et de l'univers. On va voir bien des œuvres qui s'ancrent dans cette idée d'enseignement. Quel que soit l'objet qui est choisi, le but c'est d'apporter une éducation populaire. Et dans ce contexte, le blason apparaît plutôt comme une évidence, comme un exemple flagrant, puisque le principe du blason, c'est tout simplement l'idée de remonter à la louange des chevaliers, de faire la description de leur écu, de leurs armoiries, dans le cadre des tournois médiévaux. Donc le héros, celui qui annonçait les chevaliers, avait cette fonction d'annoncer le chevalier et s'appuyer, puisque chacun était revêtu d'une armure, sur le blason qui l'identifiait. Et le blason va passer véritablement dans la poésie, va devenir une œuvre à part entière où il s'agit de décrire les qualités de quelqu'un, ses vertus, ses défauts, d'en faire un portrait moral et physique extrêmement détaillé. Et dans ce contexte-là, on est dans cette idée de poésie didactique, de tirer un enseignement des comportements, des gestes de chacun. De même, le dit est un poème narratif et didactique, de forme assez variable, qui s'attaque à la dénonciation des vices des différentes catégories sociales. Ainsi, blason et dit constituent deux sources assez intéressantes de poésie didactique. En tant que représentant, François Villon est également un auteur assez caractéristique de ce genre littéraire. En effet, on a beaucoup moins d'informations sur François Villon qu'on en a sur Charles d'Orléans parce qu'il était sans doute plus connu, mais parce que sa vie était beaucoup plus chaotique. Il est ainsi assez difficile de retracer son existence de manière totalement linéaire, mais on a quelques épisodes qui nous sont malgré tout parvenus. On sait par exemple qu'il est né sous le nom François de Montcorbier, ou François des Loges, qu'il est né à Paris en mai 431, qu'il a été élevé par Guillaume de Villon, qui était alors chapelain
de Saint-Benoît-le-Bétournai, et c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui François Villon. On sait qu'il a suivi des cours à l'Université de Paris, il va devenir maître des arts en 1452, et à cette époque, il va plutôt mener une vie joyeuse auprès des étudiants, auprès aussi des mauvais garçons et des filles de rue, en fréquentant les tavernes et les salles de jeu. En 1455, il va ainsi être accusé de meurtre, le meurtre d'un prêtre même, et heureusement pour lui, son état de légitime défense lui vaut d'être acquitté. La nuit de Noël 1456, il va commettre un vol avec effraction au collège de Navarre et il va devoir alors quitter Paris pour se cacher. Et c'est durant cette période qu'il va écrire ses célèbres Laits, en 1457 pour être exact, qui sont une forme de testament bouffon où il se plaint un peu des amours malheureux et où il distribue son héritage de manière fantaisiste. Un héritage qui bien évidemment n'existe pas. Difficile ensuite de savoir exactement ce qu'il est advenu de lui jusqu'en 1461. En effet, son itinéraire est assez obscur. On sait qu'il a séjourné un moment à la cour de Charles d'Orléans, puisqu'il a participé à ses tournois littéraires, et qu'à cette occasion, il a notamment rédigé la ballade, aujourd'hui célèbre, « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». On retrouve véritablement sa trace en 1461, alors qu'il sera emprisonné sur l'ordre de l'évêque d'Orléans, et ensuite libéré par le roi Louis XI qui est de passage en ville. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire le testament dont nous parlerons d'ici quelques instants. Mais dès 1462, malheureusement pour lui, il va être accusé de vol et emprisonné au Châtelet. Libéré, il est à nouveau arrêté un mois plus tard pour avoir participé à une bagarre et cette fois, le prévôt de Paris le condamne à être pendu. C'est à cette occasion qu'il va rédiger l'Épitaphe Villon ou la Ballade des pendus. En janvier 1463, le Parlement finit par casser son jugement et il va être banni de la ville pour 10 ans. Depuis, plus aucune trace de Villon, nul ne sait exactement ce qu'il est devenu. Concernant son œuvre, nous allons parler quelques instants justement du testament. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec François Villon, on voit un petit peu l'héritier des Gauliards, c'est-à-dire des clercs qui étaient en rupture avec la Sorbonne. Et ça fait aussi de lui une espèce de poète populaire, dans la mesure où souvent il ne décrit pas forcément les nuances de l'amour courtois, mais plutôt règle ses comptes dans un style qui est assez vivant, assez alerte, avec les personnages justement auxquels il s'est retrouvé confronté. Parmi ses œuvres les plus célèbres, je l'ai évoqué, on a le Lait, la Ballade des pendus, mais aussi le Testament. Et ce Testament, c'est une œuvre de 2023 vers, en octosyllabes, entrecoupée de poèmes à forme fixe, ballades et lait. Villon s'en prend, dans ce cadre-là, à l'évêque qui l'a fait incarcérer. Il parle aussi beaucoup, sur le mode ironique, de sa situation. Il remercie le roi Louis XI de l'avoir délivré et il prie le lecteur de ne pas l'avoir condamné sans l'écouter. Villon se tourne ensuite sur son passé, essaye de s'excuser des fautes de sa jeunesse, se plaint du temps qui passe et se décrit sous les traits d'un être accablé par le sort. Donc vous le voyez, des thèmes finalement assez récurrents dans toute la poésie médiévale, rien de véritablement original. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que à ces thèmes, au thème de la fuite de la mort, la fuite du temps, on a une description de la société qui est assez complète. Et c'est cette description qui rend le poème beaucoup plus intéressant, puisque véritablement, à travers son cynisme, à travers les ricanements de François Villon, on a une peinture de l'intégralité de la condition humaine, avec un regard qui est parfois tendre, parfois dur, parfois malheureux, parfois violent, et qui s'impose un peu comme un plaidoyer en hommage justement à chacun des êtres qui constituent cette société. Et ça nous donne l'image d'un personnage, d'un auteur déchiré par la vie. Somme toute assez attachant. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut constater, c'est que finalement cette œuvre présente assez peu d'originalité. En effet, les thèmes abordés sont finalement des thèmes assez courants. Le Testament parodique n'est pas une œuvre qui soit propre à François Villon, puisque c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la sincérité avec laquelle il évoque ces différents thèmes. Le ton utilisé est profondément neuf par la simplicité qui est utilisée, justement. Il exprime ses sentiments avec beaucoup de réalisme et il fait preuve, justement, de beaucoup de sensibilité dans ses œuvres, ce qui apporte énormément de lyrisme à ce poème. On est dans une volonté didactique, d'enseignement, d'éducation de la population, mais on a un lyrisme assez certain qui se dégage malgré tout, puisqu'on a beaucoup de sincérité dans l'œuvre de François Villon. Vous avez pour conclure ici un extrait justement de la Ballade des pendus, que je vous laisserai le soin de lire.
et que je vous encourage à lire parce qu'il constitue quand même l'une des œuvres les plus connues de François Villon. Pour notre part, nous nous arrêtons ici. Nous parlerons la prochaine fois des grands rhétoriqueurs, des différentes formes de poésie médiévale, et nous parlerons enfin, dans le cadre de la conclusion, nous ferons, disons, une petite synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, de manière assez brève, rassurez-vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Libre à vous, si vous avez des questions, de me les faire parvenir par mail. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Essayez de vous coordonner de manière à éviter que j'ai 50 fois le même mail. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas, puisque cette matière pourra faire l'objet d'un examen lorsque nous nous reverrons. D'ici là, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine et tout de bon pour la suite.